Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce mercredi, la justice a rappelé à l'État belge que la lutte contre le Covid-19 n'excusait pas tout. Le tribunal de première instance de Bruxelles a donné raison à la Ligue des droits humains. Il a déclaré que l'État belge bafouait la loi et ne pouvait plus imposer aux citoyens par arrêté ministériel des mesures qui enfreignent leurs droits et libertés. Or, il y a un autre domaine dans lequel les défenseurs des droits humains poussent depuis bientôt 20 ans le même cri d'alarme. Ce domaine, c'est la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, personne ne nie que cette lutte est légitime et qu'il faut prendre des mesures pour éviter par exemple de nouveaux attentats. Mais cette lutte contre le terrorisme ne peut se faire au détriment du respect des droits fondamentaux. C'est en tout cas l'avis du Comité T, le comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme. Créé en 2005 à l'initiative de différents acteurs de la société civile, le Comité T vient de remettre son rapport 2021 sur l'évaluation des mesures visant à lutter contre le terrorisme à la lumière des droits humains. On l'analyse dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Nicolas Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc avocat spécialisé notamment dans les matières liées au terrorisme, membre également de l'Observatoire international des prisons. Et à vos côtés, Emmanuel Lambert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, conseiller juridique à la Ligue des droits humains et vous avez participé à la rédaction donc, de ce rapport 2021 du Comité T. Alors, Manuel Lambert, avant de se plonger, on va dire, dans ce dossier, j'ai quand même envie de vous demander une réaction sur ce qui s'est passé cette semaine. Donc, je l'ai dit en introduction, le juge des référés a donné raison à la Ligue des droits humains et à la Liga voor Mensenrechten. Donc, les mesures Covid actuelles ne disposent pas d'une base légale suffisante et l'État a 30 jours pour revoir sa copie. C'est quand même une petite bombe, on peut dire. Tout à fait, c'est une petite bombe. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui était attendu, en tout cas qui était dit depuis un certain temps. Depuis le début du déclenchement de cette pandémie, on a des mesures exceptionnelles dérogatoires aux droits communs, donc qui vont limiter nos droits et libertés fondamentaux. Et donc c'est pas quelque chose à prendre avec la légère. Et c'est quelque chose qui a été rappelé par différents acteurs et actrices depuis très longtemps. Le gouvernement a choisi de fonctionner d'une certaine manière qui est justifiée par l'urgence, par la nécessité de lutter contre la pandémie. Si l'urgence pouvait se justifier un certain temps, elle ne peut pas se justifier indéfiniment. Et c'est bien toute la question de l'état d'exception. Comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, les mêmes principes qui s'appliquent en temps de pandémie peuvent également s'appliquer au terrorisme. Il y a nécessité de lutter contre un danger quelque part pour les citoyens et les citoyennes. Ça nécessite des mesures, mais tout n'est pas permis et il y a des cadres à respecter, des principes à respecter, notamment les principes de l'état de droit. Et donc, c'est ce que le tribunal est venu rappeler cette semaine. Et ce que demande la Ligue aujourd'hui, c'est vraiment un vrai débat parlementaire, un débat public sur ces questions ? Tout à fait, un débat parlementaire. Et le débat parlementaire, me direz-vous, a lieu puisque maintenant est en discussion un projet de loi pandémie, en effet. Mais ce projet de loi pandémie ne fait en fait qu'avaliser ce qui s'est déjà passé depuis un an, hein, c'est-à-dire des délégations au gouvernement, des délégations au roi ou au ministre, à la ministre, de prendre des mesures d'urgence. Or, ce n'est pas ça que l'on demande. On ne demande pas juste un acte formel. Il ne s'agit pas de remettre tout ce qu'il y a dans les arrêtés ministériels dans une loi. On passerait à côté du principe du débat démocratique, qui est justement de discuter des mesures et de prévoir une gradation dans les mesures. On ne peut pas simplement dire le ministre ou la ministre va décider de mettre en place telle mesure dans telle circonstance. Il faut que pour chaque limitation aux droits et libertés fondamentaux, il est nécessaire d'avoir un débat démocratique avec des règles claires qui soient mises sur pied. Nicolas Cohen, même si on sait qu'aujourd'hui l'État belge a fait appel de cette décision, même si la décision peut paraître symbolique à certains égards, vu que les astreintes par exemple ne sont que de 5 000 € par jour, ce qui peut paraître dérisoire pour l'État, cette décision pour vous, est-ce qu'elle prouve que quand même l'État de droit fonctionne toujours en Belgique ? Alors oui, parce qu'évidemment, c'est sur base des règles de droit, en particulier si vous posez la question à un avocat, qu'on va défendre des situations humaines qui nous sont présentées par des clients, qu'ils soient justiciables individuels ou des associations. Et donc oui, l'État fonctionne de ce point de vue-là, mais le fonctionnement d'un État de droit, ça fonctionne souvent avec des déséquilibres. Et en fait,
tout le système, c'est des poids et des contrepoids, des mécanismes et des contre-pouvoirs. Et donc on voit que ces contre-pouvoirs sont à l'œuvre et ils ne sont pas muselés. On peut s'exprimer, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, on peut le faire valoir en justice, les juges sont indépendants. Donc ça fonctionne. Ça ne veut pas dire, parce que ces mécanismes existent et peuvent fonctionner, que tout ce qui est fait et toutes les mesures qui sont prises sont bonnes. C'est vraiment deux choses différentes. Mais je pense que pour un des éléments de l'état de droit, c'est la capacité de pouvoir discuter en justice de ce qui est fait éventuellement aux politiques. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, on l'a dit, hein, l'air de rien, les deux sont un peu liés, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la crise sanitaire, parce qu'évidemment, tous les deux, on peut se dire, ce sont des luttes légitimes, ce sont des combats légitimes, mais toute la question, c'est de trouver quoi, un certain équilibre entre justement cette lutte contre le terrorisme, par exemple, ici, et la protection de nos libertés fondamentales. Oui, c'est ça, c'est des questions d'équilibre et puis des questions de message qu'on fait passer. Alors, si on rentre sur la question du terrorisme, le message qui est fait passer, c'est qu'il y a un danger extrême qui nous frappe ici aussi, mais qui nous frappe ici seulement notamment. En réalité, le danger terroriste, il est quand même mondial et il frappe bien plus violemment encore à l'extérieur. Et donc, ce danger existe, il faut pouvoir y répondre. Et y répondre, c'est de manière globale, essayer d'arriver à trouver les causes, d'arriver à trouver des moyens d'éviter les choses, de prévenir les problèmes qui vont arriver ensuite et de sanctionner ce qui est illégal. Et aujourd'hui, le focus est mis sur la punition et c'est à évoluer également pour une approche préventive, mais qui n'est pas une approche préventive pour détourner des personnes qui seraient tentées par cette voie qui est à certains égards une voie d'expression et à d'autres une voie d'action. Les deux peuvent être illégales, mais le but est d'empêcher. Et donc que ça soit dans la répression ou la punition de ce qui a été fait ou dans la prévention, on est tout le temps dans essayer d'empêcher les gens, de les bloquer complètement plutôt que d'essayer de conduire des comportements. Et ici, le politique, en fait, il fait fausse route. S'il n'accompagne pas les comportements de ses citoyens et qu'il n'est là que pour les punir ou pour les réprimer, le dialogue ne passe pas et donc on n'avance pas dans cette problématique. Manuel Lambert, c'est vrai que ces dernières années, justement, on a peut-être moins parlé de cette lutte contre le terrorisme parce qu'on a parlé peut-être du climat, on a parlé évidemment cette dernière année de la crise sanitaire. Et pourtant, on voit, et même dans la déclaration gouvernementale du gouvernement De Croo, on voit que ça reste un objectif et une lutte qui reste importante dans la politique actuelle. Oui, tout à fait. On a pu croire en effet que la thématique terroriste était passée au second plan. En effet, d'autres crises, comme vous l'avez évoqué, la crise environnementale qui était préexistante et qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, ou la crise sanitaire ont pris beaucoup de place dans l'actualité politique et médiatique. Ça ne veut pas dire pour autant que la question terroriste a disparu, parce que justement, les législations qui sont adoptées pour lutter contre le terrorisme sont toujours en place. Donc elles sont adoptées à un moment, à un temps T, mais elles sont toujours là et elles ont toujours un impact sur nos vies. Il y a une série de législations qui, par exemple, impliquent le recueil des métadonnées des citoyens. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous passez un coup de téléphone, lorsque vous envoyez un email, il y a un enregistrement de ce qu'on appelle les métadonnées, donc pas le contenu du message, mais tout ce qu'il y a autour. Bien, ces législations sont toujours d'application. Elles ont été mises sur pied pour lutter contre le terrorisme, mais elles existent toujours. Et donc on voit qu'il y a un continuum, et vous l'avez dit dans la déclaration gouvernementale, la question de la lutte contre le terrorisme est toujours présente. Et donc on annonce encore de nouvelles législations. Et donc nous, société civile, puisque le comité T, c'est le comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme, c'est un groupement d'ONG comme la Ligue des droits humains, l'Observatoire national des prisons et autres, d'avocats et d'avocates, d'académiques, de personnes qui travaillent à l'université, qui ont décidé justement d'étudier c'est l'ensemble de ces législations, l'ensemble de ces dispositions, l'ensemble de l'application judiciaire qui est faite de ces dispositions pour apporter un contrôle, un monitoring de ce qui se fait. Et on constate en effet que toute une série de choses sont mises sur pied avec l'excuse, si je puis dire, en tout cas la justification de la lutte contre le terrorisme, mais sont pérennes. Il y a une forme d'état d'exception. Elles ont été coulées dans le droit commun. Elles ont d'abord été prises dans le cadre d'un état d'exception, mais coulées finalement dans le droit commun par la suite. Exactement. Et donc sont toujours à l'œuvre. Donc ce serait un leurre de penser que, d'une part, la menace terroriste a disparu, d'une part, mais également que les législations antiterroristes ont disparu. Elles sont toujours là, toujours à l'œuvre. Le gouvernement est toujours actif sur la question. Et il y a toute une architecture qui est en place, une architecture institutionnelle, par exemple, avec toute une série de services compétents qui continuent à fonctionner. Et il est important de contrôler ce que font tous ces acteurs et actrices, quels sont les effets
de ces législations, de ces réglementations, puisque cela continue à avoir un impact sur toute une série d'individus qui sont impactés, que ce soit des individus précis parce qu'ils ou elles sont soupçonnés ou déclarés coupables de faits terroristes, ou parce qu'ils sont dans une zone grise, ou parce que c'est vous et moi, des citoyens, auxquels on va appliquer une série de mesures qui ont été adoptées sous couvert de lutte contre le terrorisme. Alors, une des choses que vous pointez dans le rapport 2021 donc du comité T, c'est ce glissement du champ pénal vers le champ administratif. Alors, est-ce que pourriez nous expliquer concrètement, finalement, ce que ça signifie et quels sont les risques ? Alors, le champ pénal, donc, c'est relativement clair. C'est-à-dire que lorsque vous êtes soupçonné d'avoir commis une infraction, eh bien, il y a toute une série de garanties qui s'appliquent à vous. Donc, vous avez tous les droits de la défense, vous avez le droit d'avoir un avocat ou une avocate qui va vous défendre, représenter vos intérêts. Il y a le principe du procès équitable qui fait que vous allez avoir accès à toute une série de preuves que vous allez pouvoir contester, et il va y avoir une juridiction indépendante et impartiale qui va pouvoir trancher et dire si oui ou non vous avez commis les faits et si vous avez une justification ou pas. Donc tout ça, c'est un cadre de droit pénal qui est assez clair, même si bien sûr il y a toujours des améliorations à faire. Par contre, dans le champ administratif, c'est pas le cas. Le champ administratif, c'est quoi ? C'est plus on n'est plus dans le secteur de la justice, on est dans le secteur de l'exécutif, qu'on évoquait tout à l'heure dans le cadre de la lutte contre la pandémie, où des acteurs et des actrices étatiques vont prendre une série de décisions qui vont s'appliquer aux individus sans qu'ils aient toutes les garanties du droit pénal. Qu'ils aient le droit à l'information, par exemple, le droit de la défense, le droit d'être retiré d'une liste. Je pense par exemple aux listes. Vous êtes inscrit sur une liste par une autorité administrative, vous ne le savez pas toujours. Ça va avoir un effet sur vous et sur vos droits fondamentaux. Vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas toujours la contester, et ça a un effet clair sur vos droits et libertés fondamentaux. Et donc c'est ce champ, on va passer toute une série de personnes à qui on va appliquer des mesures administratives et pas des mesures pénales, qui là sont claires, on va pouvoir les contester. Il y a des choses qui sont à dire aussi sur le droit pénal, mais le droit administratif c'est beaucoup plus flou. Et donc, il y a un danger avec ce glissement de faire passer toute une série de personnes ou de faits du champ pénal vers le champ administratif. On le voit, Nicolas en parlera peut-être tout à l'heure, dans le champ pénitentiaire. C'est le cas notamment avec des gens qui sont étiquetés, qui ne sont pas condamnés pour des faits terroristes, mais qui sont étiquetés comme radicaux, ça va avoir un impact sur leur détention, sur leurs droits fondamentaux, sans qu'ils le sachent nécessairement et sans qu'ils puissent le contester nécessairement. Et donc c'est ça qui est problématique dans ce glissement du pénal vers l'administratif. Mais du coup, oui, j'ai envie de me tourner vers vous, effectivement, Nicolas Cohen, pour ces cas-là. Oui, c'est ça, si je peux réagir là-dessus, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce glissement-là, enfin un des points que je trouve très intéressant, c'est que ce glissement-là, pour les justiciables, en fait, il est incompréhensible. Parce qu'en fait, ce sont les mêmes acteurs auxquels les justiciables sont confrontés. Et donc, il est impossible de savoir, quand on est un individu concerné par ces mesures, je vais donner un exemple, si on a affaire au pénal ou à l'administratif. Donc, pour nous, juristes, ça fait sens. Pour les justiciables, ça ne fait pas. Exemple, un individu est poursuivi et inculpé par un juge d'instruction dans un dossier pour terrorisme. Ses contacts sont donc identifiés. Et ces contacts sont identifiés et vont se retrouver dans une base de données de personnes en contact avec une personne soupçonnée de terrorisme. Pour faire simple. Ces personnes-là sont à ce stade-là dans le champ administratif. Elles ne sont pas dans le champ judiciaire. On les a juste identifiées comme contacts. Qui va leur rendre visite à ces personnes ? C'est la police. Et donc ces personnes-là, qui sont les contacts d'eux, qui ne sont pas visées par l'instruction judiciaire, reçoivent la visite de la police. La police qui a deux casquettes, judiciaire et administrative, mais ça seuls les juristes le savent. Les justiciables ne savent pas que les policiers peuvent soit être dans une enquête judiciaire, soit dans une police administrative. Donc voient des policiers arriver chez eux, demander s'ils peuvent rentrer à la maison. Et ça ressemble à ce qu'on appelle normalement une perquisition, mais en fait ça n'en est pas une, ou une visite domiciliaire, mais ça n'en est pas une non plus. Donc c'est sur acceptation des personnes qui laissent rentrer les policiers chez eux, et puis on leur pose des questions sur leur vie, ce qui ressemble à une audition. Donc ça a tout l'air d'être un contrôle policier qui est lié en plus à un lien avec une personne qui est poursuivie dans une affaire judiciaire, mais on est dans l'administratif. Et donc c'est incompréhensible, et quand les gens disent « mais moi j'aimerais bien savoir, si moi je veux voir un avocat et demander si c'est normal que vous soyez venu chez moi, etc. » Les policiers nous diront « mais non monsieur, c'est pas une police administrative, il n'y a pas d'audition, il n'y a pas de trace. » Et les policiers ne vont pas laisser de traces, sauf que c'est pas vrai. Ils vont pas laisser de traces dans un dossier judiciaire, ils vont laisser de traces dans un dossier administratif qui lui remonte à qui ? Au service de renseignement.
Et là, vous avez le flou artistique complet, le lien est direct avec un dossier judiciaire, et pourtant, les personnes sont confrontées à la police, mais le traitement est complètement différent, et c'est vraiment proprement incompréhensible. Et en termes de garantie juridique, comme le disait Manuel Lambert, c'est le flou le plus complet, et c'est extrêmement dangereux. Il y a un vrai manque de transparence. C'est vrai que, parce qu'on parlait de transparence, mais concernant la détention elle-même de personnes qui sont dites radicalisées, là aussi on voit qu'il y a quand même un manque de transparence sur ces ailes réservées à ces détenus radicalisés dans les prisons. Alors c'est un sujet qui fait assez peur, qui suscite beaucoup d'émotions, et donc on se dit, bah oui, finalement on les met dans un coin, mais on a quand même l'impression aujourd'hui, et quand on lit aussi le rapport du comité T, que ces personnes aujourd'hui vivent en isolement quasiment 24 heures sur 24, avec très peu de contrôle. Est-ce que là, il y a eu des améliorations quand même ces dernières années, ou est-ce qu'on les met toujours, on les planque, on va dire, dans un coin sans trop s'en occuper et s'occuper de leur réinsertion, si on peut dire? C'est complexe parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a peu de détenus qui sont mis dans les ailes d'Eradex, qui ont 2 fois 20 places, une à Ytre et une à Hasselt, et qui sont absolument pas pleines. Il doit rester à l'heure actuelle à moins de 10 détenus, je crois, concernés. Et au maximum, il y a dû en avoir une vingtaine, peut-être un peu plus. Et alors qu'au maximum, il y a eu 400 détenus qui étaient, je crois, soupçonnés de liens de manière très large avec le terrorisme en prison, 200 qui étaient condamnés. Donc on a des catégories diverses avec des gens qui ont des traitements très variés. La particularité, c'est qu'effectivement, la loi pénitentiaire est la même pour tous. Et ici encore, glissement du droit vers l'administratif, le ministre de la Justice, avec sa direction des établissements pénitentiaires, a décidé de créer tout un régime pénitentiaire spécifique pour les personnes condamnées ou soupçonnées de terrorisme ou de prosélytisme en prison. Donc on a des personnes qui sont condamnées, donc elles rentrent en prison avec cette étiquette, et puis il y a des personnes dont on pense qu'elles se sont radicalisées, soit en prison, soit à l'extérieur, mais qui n'ont pas de condamnation officielle. Voilà. Levons tout de suite une ambiguïté. Il n'y a pas aujourd'hui de statistiques claires sur la question de la radicalisation en prison. Vous lirez régulièrement des articles qui évoquent cette question-là. Aujourd'hui, on est incapable de dire si tant de personnes se sont radicalisées en prison ou pas, et si elles si leur radicalisation violente est née en prison ou pas. Il n'y a pas de chiffres. Donc c'est pas quelque chose de faux, mais c'est quelque chose de mythique au sens où on a construit toute une politique autour de quelque chose qui n'est absolument pas prouvé, ce qui est un peu dangereux quand même pour une politique. Mais ensuite, on a fait ce système-là, tout à fait administratif. Les gens n'ont pas accès aux circulaires. Les détenus savent qu'ils ont un traitement spécial, mais ne savent pas lequel. Et il est là le principal danger, c'est d'être en permanence traité différemment des autres, alors qu'on vous dit « mais non, vous êtes traité tout à fait normalement ». Ils disent « mais je vois bien la différence, vous êtes en train de m'observer, je parle à ma femme, vous notez ce que je dis à ma femme ». Encore une fois, intercepter écouter ce que dit quelqu'un à une autre personne, c'est une interception ou une observation directe. Ce sont des mesures particulières de recherche. Seul un juge d'instruction dans un cadre très particulier peut ordonner ça dans la vie ordinaire. Mais en prison, on estime que c'est tout à fait naturel et que n'importe quel agent a le droit d'écouter les conversations et de noter ce qui se dit entre les familles ou au téléphone. C'est extrêmement problématique. Et ça, cette absence de droit, cette absence de possibilité de discuter en prison, on l'a pointé du doigt avec une série de détenus, et jusqu'à mener cette action-là devant les tribunaux, ça révoque ce qu'on disait tantôt, pour faire entendre devant des juges, créer un débat, puisque l'administration a refusé ce débat. On a évidemment, d'abord, on a tenté de se mettre autour de la table. L'administration a dit « je ne discute pas, pour moi les conditions sont normales ». On est allé devant des juges, il y a eu toute une discussion. En première instance, l'État belge a été condamné, les conditions de détention ne sont pas normales, elles confinent au régime d'exception et donc doivent prévoir des garanties. On attend maintenant une décision en appel dans les jours prochains d'ailleurs. Oui, bon, on suivra ça de près. Alors je voudrais revenir on reste sur un peu la même thématique, et on voit qu'effectivement cette question du flou, cette question du manque de transparence, il se retrouve dans plusieurs dossiers, et notamment dans un dossier, dans tout ce qui concerne le screening. Alors on va écouter 2 interventions sur cette thématique-là, mais peut-être juste avant ça, Manuel Lambert, le screening, ça consiste en quoi, en quelques mots? Alors le screening, ça va être donc ce qu'on appelle une enquête de sécurité ou une habilitation de sécurité. Donc pour avoir accès à certains lieux considérés comme sensibles, comme par exemple un aéroport, ou à certains emplois
dans lesquels vous avez accès à des informations sensibles, hein, dans des secteurs comme la police ou les services de renseignement, vous avez besoin d'avoir une habilitation de sécurité. Donc vraiment un document qui permet de savoir si vous avez accès à tel type d'information ou pas, qui est plus ou moins confidentiel selon la classification. Et donc pour avoir une habilitation de sécurité, il faut qu'une enquête soit menée par une série de services. Et donc, on fait ce qu'on appelle un screening. Et donc, on va enquêter sur vous, sur votre entourage, sur votre passé, sur vos opinions, etc. Et puis, on va remettre un avis, positif ou négatif, sur cette question. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que suite aux différents attentats terroristes et à l'adoption de cette loi sur le screening, une série de personnes se sont vues, du jour au lendemain, refuser leur habilitation de sécurité et donc ont, dans certains cas, perdu leur emploi. Par exemple, des bagagistes de l'aéroport de Bruxelles-National, du jour au lendemain, ne passaient pas le screening, n'avaient plus ce sésame qui leur permettait d'avoir accès, ce qui les mettait dans une situation assez difficile parce qu'encore une fois, on est dans une situation relativement floue, il y a des enquêtes, mais on ne sait pas jusqu'où elles portent, etc. Oui. Alors, là, il y a un organe de recours qui a été mis sur pied et donc il y a des choses positives quand même des évolutions positives dans ce dossier. Mais je propose qu'on écoute donc Laurent Fastré, il est juriste et membre du comité T, et Indriade, elle est avocate spécialisée notamment en droit du travail. Ils vont nous donner quelques cas concrets de screening qui posent question, qui ont posé problème, et ce sont des extraits issus d'une vidéo réalisée par nos collègues de Bruxelles Laïque, donc sur cette question du screening, vidéo qui sortira dans quelques jours sur le site de Bruxelles Laïque. On écoute. Généralement, les gens ne savent pas de quoi ils sont accusés. Donc ils savent qu'on leur reproche quelque chose. Typiquement, la phrase type, c'est vous êtes en relation avec un environnement radical, mais ils ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Certains nous disent qu'ils n'en ont aucune idée. D'autres peuvent dire quand j'étais enfant, j'avais un camarade de classe qui a mal tourné. Alors on ne sait pas si c'est à cause de ce camarade de classe qui a mal tourné, qui est devenu djihadiste par exemple, que ce qu'ils sont poursuivre maintenant, ou si c'est parce qu'ils ont posté un message sur un forum quelconque qui a été retrouvé par les services de sécurité et qui est considéré comme étant radical. Ou ça peut aussi être sur base de simples dénonciations ou sur base de simples de rapports de police qui ne sont pas soumis à la contradiction, donc, dont les gens n'ont finalement pas d'informations. Donc il y a toute une série d'utilisations normales de droits fondamentaux, par exemple le droit de manifester, la liberté d'expression, le droit de grève, qui vont être mis en exergue dans le cadre de ces rapports-là pour être critiqués et faire décrire la personne comme quelqu'un de radical. On a par exemple des exemples de gens qui militent dans des associations antiracistes, des coloniales qui vont être considérés comme étant radicaux à cause de ces opinions-là. Parfois, ça peut être un job étudiant, on veut juste travailler à l'aéroport, on ne se rend en fait absolument pas compte que derrière ça, il y a maintenant toute une machine qui s'est lancée, qui va aller contrôler toute votre vie et en fait même celle de votre entourage proche. Donc très souvent, c'est quand même un choc pour les personnes de se rendre compte qu'il y a des services de renseignement qui travaillent sur moi, sur ma famille, qui collectent des informations, je ne savais même pas, etc. Donc les gens sont assez choqués. Pour d'autres fonctions où voilà, on sait qu'on va devoir, par exemple, aller dans les locaux sensibles comme une agence nucléaire, mais même l'OTAN ou quoi que ce soit, voilà, l'effet de surprise est un peu plus petit, mais les gens sont quand même de manière générale étonnés des informations qui ont pu être retrouvées. On ne se rend toujours pas compte que tout ce qu'on met sur Internet, sur les médias, enfin sur Facebook, etc., tout ça c'est collecté, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on met en ligne. Mais ça va plus loin de ça. Comme je disais, c'est aussi aller fouiller dans l'entourage de la personne, et ça c'est quelque chose aussi que les gens ont du mal à accepter, c'est qu'on ne va pas seulement juger la personne elle-même, mais on va en fait aussi juger les personnes autour d'elle. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre, je pense, ce qui est compréhensible, parce qu'on va presque reprocher quelque chose à une personne alors que c'est pas du tout dans ses mains. Le fait que quelqu'un à l'école, à un moment, a fait des bêtises, a des conséquences sur l'autre personne, et donc ça c'est vraiment difficile à vivre. Et puis même au moment où on reproche quelque chose à la personne, on le dit même pas clairement. Voilà, nous on pense que ta présence à l'aéroport poserait un problème pour cette raison. Est-ce que tu peux nous expliquer oui ou non? Des fois, il n'y a même pas cette confrontation-là. Et ça, je pense que c'est vraiment très difficile à vivre pour des personnes, parce qu'à peine ils veulent commencer à travailler en tant qu'étudiants, on leur fait en fait déjà comprendre
quoi que tu fasses, on pense qu'il y a un espèce de contexte radical autour de toi. Et du coup, on ne te fait pas confiance. C'est ça qu'on dit à ces jeunes. Et ça, c'est vraiment très difficile à justifier, à accepter. Et moi, je trouve que ça doit juste arrêter, en fait. Mais après, voilà, je sais qu'il y a le contexte des attentats qui a fait qu'à un moment, il y a eu un pic et ça commence à diminuer. Mais pour ces jeunes qui ont vécu ça même dans le passé, oui, on leur donne que des raisons d'être frustrés, d'être en colère envers l'état de droit. Et ça... Voilà, ça c'est un problème. Peut-être juste une réaction par rapport à ce qui a été dit et sur le fait, comme vous le disiez en introduction, Manuel Lambert, qu'il y a quand même un point positif, c'est qu'il y a des recours, il y a une possibilité de recours et qu'un recours sur 2 donne raison aux personnes. Oui, donc ça illustre l'importance justement qu'évoquait Nicolas tout à l'heure des contre-pouvoirs, des poids et contre-poids. Et donc surtout dans ces domaines administratifs, donc comme on disait, on a quitté le champ pénal, on est dans l'administratif, donc ils sont beaucoup plus flous, d'avoir des organes de recours notamment, des organes d'information déjà, informer la personne qu'elle est soumise à une enquête et la portée de cette enquête, les droits de la défense, comme on l'a entendu dans le reportage, mais ne fût-ce qu'entendre la personne, qu'elle puisse se justifier pourquoi là la personne reçoit juste un avis négatif en disant voilà, vous ne pouvez pas. Et puis parfois ça s'est basé sur des éléments qui sont tout à fait illogiques. On a vu des cas de personnes qui se voyaient refuser une habilitation parce qu'ils ont participé à des manifestations, par exemple, des choses qui sont arrivées. Donc heureusement, il y a un organe de recours qui existe. Il y a encore des problèmes avec cet organe de recours dans le sens où on pourrait améliorer toute une série de choses en termes de procédures, etc. Mais en tout cas, l'organe de recours donne en effet à plus de 50% raison à la personne qui utilise cet organe, qui conteste. Ça veut dire qu'il y a quand même une part importante d'enquêtes ou d'avis qui sont rendus, qui sont négatifs, qui n'auraient pas dû l'être. Oui, et donc, les conséquences pour les personnes, c'est parfois la perte d'un emploi ou d'une chance d'un emploi. On a vu le cas, c'est exceptionnel, mais un cas d'une personne qui, après 18 ans de travail, s'est vue refuser une habilitation de sécurité. Donc, c'est évidemment dramatique pour ce type de cas. Et la décision du recours, évidemment, tombe trop tard que pour retrouver l'emploi. Dans certains cas, oui. Alors, Nicolas Cohen, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais est-ce qu'on peut terminer par une note d'espoir ou pas? Parce que quand on voit, par exemple, le rapport, on voit que... il pointe que, par exemple, le gouvernement de Croo, dans sa note de politique générale en novembre 2020, mentionne que, par exemple, sur la question des détenus, c'est important de travailler avec eux en prison, sur la question du désengagement, de la réintégration. On voit aussi que sur la question du rapatriement, par exemple, des enfants de djihadistes, qui est encore un autre dossier, Alexander de Croo a dit qu'il était, que ça allait être mis en place. Alors, c'est beaucoup de paroles, évidemment, mais est-ce que vous êtes confiant ou pas sur le fait que ce sera suivi d'actes? Ça, je pense que ça a peu d'importance d'être confiant ou pas. Pour l'instant, il y a des choses qui sont annoncées. La question des enfants et la question des détenus, c'est vraiment deux questions différentes. Les détenus, ils sont là, ils assument des responsabilités, ils discutent pas. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent au moins contester ce qu'on leur reproche et avoir accès à des conditions de détention dignes. Qu'il y ait des choses qui soient mises en place, ça c'est pas vrai. Pour l'instant, les détenus, ils doivent se débrouiller eux-mêmes s'ils veulent que quelque chose soit mis en place pour les accompagner. Et on parle de désengagement, alors même que ce qu'on disait juste avant, on n'a même pas établi qu'ils étaient engagés dans une radicalisation violente. C'est simplement l'administration qui le décide. Oui, donc il n'y a aucun travail qui est fait aujourd'hui. C'est juste qu'on ne parle pas de la même chose. On parle de désengagement, mais comme on n'a pas prouvé l'engagement à la base, il faut revoir vraiment la manière de penser. Mais qu'il y ait une intention positive, tant mieux, évidemment, on s'en réjouit, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites et on a un peu de recul aujourd'hui. Sur la question des enfants, ça, je trouve que ça ne sert absolument à rien de faire des déclarations politiques, il faut juste le faire. Il y a aucun argument au monde qui justifie de laisser des enfants avec leur maman dans les camps. Aucun. Personne n'est capable de répondre à ça. Et le seul argument qui est opposé par le ministre, c'est de dire « je n'ai pas la capacité de le faire ». Ce qui est faux, puisqu'on a noir sur blanc les accords signés entre les Belges et les autorités kurdes, les autorités belges et les autorités kurdes pour rapatrier les enfants. Donc le gouvernement qui nous dit qu'il ne peut pas ment, puisqu'on a les preuves qu'il est capable de le faire. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et moi, les paroles m'inquiètent. En fait, seuls les actes seront ici importants. Oui, en plus, on parle aussi, par exemple, pour les maires, d'examiner au cas par cas.
cas, mais au cas par cas, sur quel motif, on ne sait pas très bien. Ça fait des années qu'elles sont détenues. S'il y avait eu des examens à faire, ils sont faits depuis longtemps. On connaît les familles. Les familles sont surveillées ici, les familles sont sur écoute ici. On perquisitionne régulièrement les téléphones des familles, on surveille les comptes en banque des familles, on surveille si les familles envoient de l'argent. On sait énormément de choses sur ces personnes-là. Donc si on dit que maintenant on est en train de faire une évaluation, ça veut dire que pendant des années que ces gens-là sont dans les camps, on n'a rien fait. C'est soit un terrible aveu de faiblesse, soit une incompétence complète sur le dossier. Donc moi, ces paroles, en réalité, m'inquiètent plus. En revanche, des actes, ça, je serais évidemment ravi si ces gens pouvaient revenir. Ces personnes-là seront suivies en Belgique. Personne n'a jamais dit « ramenez tous ces gens qui ont passé des années dans un pays en guerre et puis on verra advienne que pourra ». Non, ils seront suivis, les enfants seront suivis, on connaît les parcours, ils sont fléchés parfaitement, les juges sont préparés, les institutions sont prêtes, même les institutions judiciaires sont prêtes. On a tous les moyens de le faire, faisons-le pour montrer l'exemple à d'autres pays européens qui ont encore plus de mal parce que certains sont encore plus en arrière que la Belgique. L'appel est lancé en tout cas. Merci beaucoup vraiment Manuel Lambert, Nicolas Cohen de nous avoir éclairé sur ces questions et on suivra donc ces dossiers attentivement. Merci à vous de nous avoir suivis et une très belle soirée à tous.